Voilà, on va effectivement rester dans le même sujet avec notre invitée en studio, qui est bruxelloise, qui est diplômée de l'ULB et qui est effectivement aux premières loges en ce qui concerne, par exemple, l'organisation de grands événements sur le territoire de la ville de Bruxelles. Elle a été conseillère de Paul Magnette lorsqu'il était ministre de la Coopération et Développement. Elle a écrit un livre sur la semaine des 4 jours, on en parlera peut-être tout à l'heure. Nous accueillons Delphine Houba. Elle est échevine de la culture, du tourisme et des grands événements de la ville de Bruxelles. Ça va changer beaucoup de choses, ce plan. Il s'appelle « Rien sans mon consentement ». C'est le nom de communication qui a été retenu. 77 mesures au total. Ça va vraiment changer les choses ? C'est l'objectif. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le monde de la nuit. Il y a beaucoup de choses qui vont bien, heureusement, et les boîtes ont pu rouvrir récemment et je m'en réjouis. Mais on sait qu'il y a un malaise, il y a un problème. Aujourd'hui, on n'est pas certain qu'une femme, qu'une fille qui sort et qui s'amuse peut le faire en toute sécurité, et c'est un vrai problème. Et donc, face à cette vague de dénonciation, dans le cadre de Balance ton bar, de femmes qui ont été victimes de viols et de violences sexuelles dans le cadre du monde de la nuit, la ville de Bruxelles a décidé de réagir avec un plan d'action, rien sans mon consentement. Ouais. Donc, il y a la formation pour le personnel des boîtes de nuit, il va y avoir de la campagne de prévention, il y a déjà des affiches et des slogans qui sont prêts. Concrètement, ça va aussi demander un investissement de la part des établissements de la nuit, parce qu'on parle d'une safe room, donc un lieu où une victime ou une personne qui se sent en danger peut se recueillir. On parle d'un référent, donc ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un qui, en permanence sur place, doit être en capacité de recueillir des plaintes ? Oui, c'est ça l'idée. Et donc en fait, ce plan comprend 77 mesures concrètes qui visent à rappeler à tout le monde qu'on a des responsabilités. La ville de Bruxelles prend des responsabilités dans le cadre de ses compétences, et ce plan a été élaboré en collaboration avec le monde de la nuit, la Brussels by Night Federation, par exemple. Ça veut dire que tous les établissements vont adhérer ? Les établissements vont devoir adhérer. Et pour les grands événements aussi, en tant qu'échevine des grands événements de la ville de Bruxelles, je veillerai à ce que les autorisations d'occupation d'espace public soient conditionnées au respect de ces protocoles. Ça veut dire que tous les festivals cet été, par exemple, devront respecter ce protocole ? L'objectif, c'est qu'on commence à mettre ces mesures en place le plus vite possible, parce qu'il y a urgence. On est en 2022. Très concrètement, Bruxelles Summer Festival, s'il y a des grands concerts sur la place Royale, il y aura un point où on pourra aller se plaindre. Mais depuis que je suis échevine, en fait, on a déjà mis ces mesures en place. Ils ne sont pas toujours très visibles jusqu'à présent. Non, mais parfois, ce n'est pas toujours des mesures les plus visibles qui sont les plus utiles. Vous savez, on a par exemple mis en place, à l'initiative du bourgmestre, des policières en civil qui peuvent verbaliser des actions de harcèlement de rue. Mais la ville de Bruxelles est pionnière, on l'a rappelé, avec toute la lutte contre le harcèlement dans le bar. Énormément d'établissements sont sur le territoire de la ville de Bruxelles. Et nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec le secteur, parce que le secteur se rend compte qu'il y a un problème et le secteur a un rôle à jouer. Quand vous dites ils vont devoir y adhérer, ça veut dire que ceux qui n'y adhèrent pas, on les ferme, on les sanctionne ? Tout à fait, donc en collaboration avec le bourgmestre et mon collègue Fabien Minguer, en charge des commerces, l'objectif de ce plan est de dire clairement au secteur, si vous ne respectez pas ce protocole, si vous ne mettez pas les mesures en place en lien avec la réalité du terrain, évidemment, oui, vous prêtez le flanc à ce que vous n'ayez plus de licence d'exploitation. Qu'est-ce que vous répondez à Laura Béouir qui disait tout à l'heure, on n'a pas été assez concerté, le collectif Balance ton bar et toutes les associations féministes qui en font partie regrettent un petit peu de découvrir le plan au dernier moment et de ne pas avoir participer à son élaboration? On a consulté des associations, on est en contact avec le plan Sacha, on a été en contact avec Balance ton bar et avec d'autres associations. Voilà, elles auraient aimé être plus intégrées au processus, visiblement. La porte est grande ouverte, et je pense qu'ici, on peut surtout souligner que la capitale prend des mesures fortes en matière de lutte contre le harcèlement pour éviter que cette situation se reproduise. Et donc, évidemment, qu'on doit le faire avec le secteur du monde de la nuit, avec les bars, avec les boîtes et avec, évidemment, les associations qui sont actives sur le terrain. Vous êtes vraiment prête à fermer une boîte de nuit qui ne respecterait pas les principes ou le dispositif qui est annoncé? Tout à fait. Ouais. C'est un enjeu d'image aussi pour Bruxelles. C'est un enjeu d'image de Bruxelles, bien sûr, parce que Bruxelles doit être une ville... Vous êtes du tourisme aussi, donc il y a un tourisme de la nuit, ça existe. Tout à fait, tout à fait. C'est un tourisme très important, d'ailleurs, et donc c'est très important pour moi que Bruxelles puisse avoir l'image d'une ville dans laquelle on peut faire la fête en toute sécurité. Et c'est important aussi parce que le clubbing, en effet, attire beaucoup de touristes de l'étranger, et puis ça fait partie de notre culture, en fait. Et puis n'oublions pas, c'est bon pour notre santé mentale, donc c'est important de pouvoir y aller, de faire la fête en toute sécurité et de rentrer chez soi en toute sécurité. Ce protocole annoncé, donc aujourd'hui, il est d'application à partir de quand? Dès qu'on peut, le plus vite possible. C'est-à-dire que ça veut dire que demain, je ne vais pas trouver une boîte de nuit avec une safe room et un référent harcèlement demain. Il y a des boîtes qui mettent déjà des mesures du même acabit en place, comme le Fuse, le C12, qui ont déjà des personnes référentes et qui ont déjà mis des mesures en place. Donc le secteur n'est pas toujours au même niveau, mais donc il y a des acteurs qui ont déjà mis ces mesures en place. Et donc on va les renforcer, on va les soutenir. L'objectif est de soutenir le secteur. Ça a été 2 années très difficiles pour les boîtes de nuit. Et l'objectif est de les soutenir, de les accompagner dans cette reprise, mais en veillant à ce que tout le monde puisse y aller en toute sécurité. C'est Bruxelles. Est-ce que ça n'aurait pas été
plus malin de le faire à l'échelle de la région bruxelloise, ou au moins avec Ixelles qui est dans la même zone de police. On rappelle que Balance-ton-Bar, ça a démarré au cimetière d'Ixelles. Hein. Oui, mais donc les problématiques ne sont pas différentes. Non, les problématiques sont les mêmes, évidemment, mais donc on va tous dans le même sens. Ici, c'est une initiative qui est prise par la ville de Bruxelles dans le cadre de ses compétences. Évidemment qu'il y a une collaboration avec les autres communes, évidemment qu'il y a une collaboration avec la région ou avec le fédéral pour ce qui concerne la justice et le parquet, par exemple. Alors, il y a l'ouverture des boîtes de nuit, il y a aussi le secteur de la culture qui a recommencé à travailler. Alors actuellement, c'est avec des jauges et avec le contrôle du Covid Safety Kit. D'abord, un état des lieux du secteur. Est-ce que le redémarrage se fait sans trop de casse ou est-ce qu'il y a beaucoup de lieux qui n'ont pas rouvert et beaucoup de compagnies théâtrales ou d'organisateurs de concerts ou de groupes qui ne peuvent pas redémarrer? Alors la situation reste difficile pour le secteur culturel, on ne va pas se mentir. Maintenant, là, les théâtres, les cinémas, nos centres culturels sont rouverts et le public est au rendez-vous. La fréquentation est là. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a quand même beaucoup de salles qui se plaignent de ne pas pouvoir retrouver du personnel, donc des techniciens du son, des lumières, le personnel d'accueil, parce que tous ces gens-là, pendant le Covid, ils sont partis travailler ailleurs. Ça vous inquiète ou pas? Oui, bien sûr, et la situation dans le secteur culturel m'inquiète au plus haut point. La santé mentale du personnel, notamment, vous savez, je suis régulièrement en contact avec les directions de nos lieux, et c'est une préoccupation majeure. Il y a des lieux qui ne se relèveront pas? Je pense que le secteur culturel a l'habitude et sait rebondir et a les ressources. Je pense que c'est une période difficile et je pense qu'en tant que pouvoir public, on doit être à leur côté et les soutenir. Ouais. L'organisation Still Standing for Culture, qui regroupe à peu près 300 salles et opérateurs, demande d'en finir définitivement avec le CST. Ils ont publié une lettre ouverte ce midi. Ils disent que ce Covid Safety Kit, ça a surtout servi d'incitant à la vaccination et que ça a un peu instrumentalisé leur secteur de la culture. Ils ont même parlé de chantage dans leur lettre. Donc soit on appliquait le CST, soit on devait fermer. Vous comprenez la démarche, vous les soutenez? Est-ce que vous aussi vous demandez qu'on sorte du CST pour la culture? Alors aujourd'hui, le CST a permis aussi de maintenir le secteur culturel ouvert. Et donc ça, je voudrais le rappeler. Maintenant, moi j'ai toujours plaidé pour une application des règles par activité et pas par secteur. Est-ce qu'on est dans une salle, aérée ou pas? Est-ce qu'on est en extérieur? Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir une logique et une approche en fonction des chiffres qui sont encourageants au niveau des contaminations, au niveau des hospitalisations. Il faut rester prudent parce qu'on sait que voilà, ça reste une situation on ne jette pas le CST à la poubelle. Moi, j'ai toujours appliqué les règles qui étaient d'application, qui sont décidées par le comité de concertation. Maintenant, je pense que si les chiffres et si la situation s'améliore, on a un baromètre qui est en place et qui nous sert de base à la décision politique. Et donc, si les chiffres le permettent, évidemment, soutenons cette reprise. On aura des festivals cet été à Bruxelles? On y travaille. Oui. Qu'est-ce qu'on aura? Alors, je ne peux pas encore tout vous dévoiler, mais comme les années précédentes, on va évidemment... On aura un Bruxelles Summer Festival? Ça à suivre. En tout cas, on aura des animations, on aura des concerts. On aura des concerts au ESL, au Palais 12. Tout à fait, Arena 5 qui avait été un succès. On regarde comment est-ce qu'on peut réitérer... Avec des changements de partenaires? On va voir tout ce qu'on met en place. En tout cas, je peux vous garantir qu'on travaille... On parle d'un rapprochement avec des grands festivals flamands. En tout cas, on a déjà le Corps Festival qui va venir au mois de mai dans le parc d'Ossegem. Et donc l'objectif, oui, comme on l'a toujours fait depuis le début de la crise, c'est de maintenir cette activité, c'est de donner des perspectives au secteur, permettre au public de faire la fête et de trouver la voie vers la culture. C'est bon pour notre santé mentale et on en a toutes et tous besoin. Alors, on va quitter la culture, on va même quitter Bruxelles. 2 minutes, si vous voulez bien. Je vais vous parler de la semaine des 4 jours qui va donc devenir possible pour tous les travailleurs qui le souhaitent. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le gouvernement fédéral, mais en gardant un temps de travail fixé à 38 heures. Je vous en parle parce qu'il y a 5 ans, vous aviez écrit un livre sur la semaine de 4 jours. Co-écrit un livre, ça s'appelait « Partageons le temps de travail » et vous étiez allé voir, notamment en Suède, comment ça se passait. Mais vous parliez d'une journée de 6 heures. Ça veut dire que le gouvernement fédéral, visiblement, il n'a pas lu votre bouquin. On passe à côté d'une occasion ratée, là? Alors, il y a plusieurs schémas qui existent. La semaine de 4 jours, la journée de 6 heures. En fait, l'idée, c'est que depuis toujours, et c'est le sens de l'histoire, on a réduit le temps de travail pour mieux répartir cette charge de travail. Mais là, on ne réduit pas le temps de travail. Alors, ici, on donne la possibilité aux travailleuses et aux travailleurs de faire le choix. Alors, c'est sûr, ce n'est pas la semaine de 4 jours en 32 heures avec embauche compensatoire qui reste la priorité du PS. Je rappelle qu'on est au fédéral, en coalition avec des partis comme le MR et le VLD, et qu'on doit négocier et faire des compromis. Ici, c'est un compromis qui se fait aussi en termes de flexibilité au bénéfice et à la demande des travailleuses et des travailleurs. Ça, on va bien vérifier que ce sera effectivement à la demande du travailleur? C'est tout à fait confirmé. C'est ce qui est dans l'accord. Tout à fait, et ça s'accompagne de mesures de formation, et ça s'accompagne aussi de mesures pour les familles monoparentales, par exemple, et le PS reste le parti qui
défend le droit des travailleuses et des Ouais. travailleurs, Et 4 fois... Karine Lieu pour les pensions aussi, qui a augmenté la pension Mais minimum. 4 fois 10 heures, hein, parce que ce sera 4 fois 9h30 ou 4 fois 10 heures pour avoir une semaine complète en 4 jours. Est-ce que ça va vraiment être praticable pour tous les travailleurs? Et je pense en particulier aux femmes, et en particulier aux femmes qui sont chargées de famille. Ça va quand même être compliqué, non? Mais c'est sûr que ça doit être adapté au secteur, au type de travail et à la travailleuse et au travailleur. C'est pour ça qu'il y a des mesures pour les familles monoparentales qui permettent d'équilibrer une semaine sur deux si on a les enfants ou pas les enfants. Et c'est pour ça que c'est très important que ce soit le choix qui vienne de la travailleuse ou du travailleur. Et donc ça, le PS sera attentif à ce que ce soit effectivement un choix Absolument. et pas une pression de l'employeur. Absolument, absolument. Merci beaucoup Delphine Houbat.